Découvrir l'excellence à la française. Et pour ça, on a l'immense plaisir d'accueillir Adeline Chalon-Kemoun. Bonjour Adeline. Bonjour Roland, ravi d'être avec vous ce matin. Adeline, tu es Executive Vice President marque, engagement et communication de Michelin et on va parler d'innovation, on va parler de management, on va parler de leadership. Merci à tous de votre fidélité. Vous êtes toujours aussi incroyables. Vous êtes un peu plus de 200 inscrits aujourd'hui pour échanger sur ces sujets de tradition et de modernité, d'histoire et d'innovation. Vous étiez également très nombreux la semaine dernière pour venir écouter Ayla Aziz, qui est Chief Customer Officer de Danone, qui nous a parlé des secrets d'une relation durable et également qui a partagé avec nous la façon dont elle a accompagné ses équipes dans les différentes crises qu'a traversé l'agroalimentaire dans son ensemble et Danone en particulier. Vous pouvez trouver cette masterclass sur votre plateforme de podcast préférée ou sur notre chaîne YouTube Incentive, les masterclass de l'excellence managériale. Voilà, les masterclass sont rendus possibles par le soutien d'Incentive, Incentive qui est une plateforme d'animation de la performance destinée aux managers et aux managers commerciaux. C'est un copilote du manager. On travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays pour des entreprises comme Procter Gamble, comme Darty, la Société Générale, Samsung ou Orange. Voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter nos équipes commerciales. La page de publicité est terminée et on a le plaisir d'accueillir Adeline. Est-ce que Charlotte, tu peux nous en dresser le portrait? Oui, bien sûr. Oh, voilà, ma caméra sera mise. Donc, Adeline, vous êtes diplômée de Sciences Po Paris et titulaire d'un DEA en sciences politiques. Votre parcours vous a mené au cœur des plus grandes entreprises françaises. Vous avez forgé une expertise en stratégie de marque, communication et engagement corporate. Aujourd'hui, Executive Vice President, engagement d'entreprise, marque, communication et guide Michelin, vous êtes à la tête de l'image d'un groupe centenaire en pleine transformation. Vous orchestrez le positionnement global de Michelin bien au-delà du pneumatique en intégrant les enjeux de mobilité durable, d'innovation et de gastronomie d'excellence. Avant de rejoindre Michelin, vous avez occupé des postes stratégiques au sein de grands groupes comme Air France-KLM et le groupe Casino, pilotant des transformations majeures en communication et en stratégie de marque. Cette diversité d'expériences vous confère une vision à 360 degrés de l'image et de la réputation d'entreprise dans des environnements à forts enjeux. Passionné par les questions d'engagement et de responsabilité sociale, vous placez l'innovation et la durabilité au cœur du discours de Michelin. Vous êtes également membre du conseil d'administration et actif dans les cercles de réflexion sur l'avenir des entreprises et des marques dans un monde en mutation. Votre carrière illustre une capacité unique à accompagner des grandes entreprises dans leur évolution en alliant héritage et modernité, impact et performance. La communauté des masterclass de l'excellence managériale est ravie de vous accueillir. Merci. J'aurais pas fait Magnifique, aussi. magnifique parcours. Adeline, alors l'histoire de Michelin, elle commence il y a bien longtemps, en 1891, quand, lors d'une course Paris-Brest-Paris, un cycliste donc longue distance, Charles Théron, réalise avec Édouard Michelin, qui a cofondé l'entreprise avec son frère André, que les pneus qui étaient à l'époque collés à la jante ou alors pleins, finalement nécessitaient des heures pour les réparer. Et finalement, ils ont cette intuition extraordinaire de créer un pneu qui soit démontable, qui soit donc beaucoup plus simple à réparer en cas de crevaison. Et en quelques mois, le prototype est prêt. Charles Théron, avec son équipe de vélo, avec ses nouveaux de Michelin, remporte la course haut la main. Et c'est le début d'une grande aventure industrielle et humaine. Euh, je vais peut-être commencer par une question un peu plus personnelle. Adeline, tu as, à travers ta carrière, accompagné des grandes entreprises dans leur communication. Tu as travaillé pour le ministre de l'économie et des finances. Tu as travaillé pour Air France KLM. Finalement, Michelin, quelle est la différence? Qu'est-ce qui fait la spécificité du groupe Michelin avec tous les groupes avec lesquels tu as travaillé? C'est quoi l'identité de Michelin aujourd'hui? Ouais, c'est vrai, j'ai eu la chance de travailler pour des entreprises à forte personnalité et souvent centenaires ou quasi centenaires. C'est le cas pour Casino, c'est le cas pour Air France et c'est le cas pour Michelin. Alors, la singularité de Michelin, je dirais que c'est, dans mon parcours, la seule entreprise réellement industrielle. Les autres sont toutes des entreprises de services, même si Air France a une partie de maintenance qui s'apparente à de l'industrie, en fait, hein, la révision des avions, etc. Mais vraiment un ADN
d'entreprise industrielle et un ADN de R&D, de recherche. Ça, c'est très singulier à Michelin. La deuxième chose qui est très singulier à Michelin, c'est la marque, au sens où tu as raconté le début de l'histoire avec les frères Michelin, mais on se souvient très bien que Michelin a été à l'origine de beaucoup d'innovations dans le pneu et au-delà, hein, en matière d'aviation, en matière de train, en matière de matériaux. On oublie parfois que Michelin a aussi inventé la publicité moderne. Et notamment, c'est la première marque à avoir eu ce qu'on appelle aujourd'hui, avoir créé, avoir inventé ce qu'on appelle aujourd'hui une mascotte ou une égérie, hein, dans ce personnage de Bibendum. Donc, je dirais la deuxième singularité de Michelin, c'est cette vision, l'attention portée à la marque et cette vision de la nécessaire singularité, différenciation, on dirait aujourd'hui en marketing, mais qui à l'époque était finalement très intuitif et très parallèle à l'innovation dans le pneu. Et puis la troisième, et ça c'est particulier dans ce que j'ai pu faire jusque-là, et peut-être la troisième chose, très immatérielle, mais très présente au quotidien, c'est la place qui est faite dans cette entreprise aux relations entre les personnes, aux personnes. Alors, au cours des 135 ans, comme tu l'as dit, cette vision de l'attention aux personnes, aux humains, elle a pris des tas de visages assez différents, hein. On a pu parler à un certain moment de paternalisme et c'était exact. Et on parle aujourd'hui d'innovation sociale. Voilà, il y a eu vraiment beaucoup de visages de cette attention aux personnes, avec d'immenses qualités et des choses un peu plus discutables. Mais en tout cas, c'est très singulier à Michelin, cette façon, j'allais dire, de mettre, oui, les personnes au centre des décisions, en tout cas. C'est une chose qui m'a étonné en préparant cet entretien. Donc, je vais aller regarder les valeurs du groupe, la mission. Et dans les valeurs, il y a 5 grandes valeurs, toutes autour du respect, hein, le respect des clients, le respect des personnes, le respect des faits, le respect de l'environnement, le respect des actionnaires, le respect dans un univers où on parle beaucoup, on a parlé beaucoup de l'entreprise libérée, avec voilà, des modèles d'organisation innovants, ultra décentralisés, qui sont un peu l'âme de Michelin sans aller jusqu'à l'entreprise libérée. Cette notion de respect, elle est assez anachronique pour beaucoup d'aspects. Comment est-ce que cette valeur est devenue la valeur primordiale finalement de Michelin, parce qu'on le retrouve, elle est déclinée dans chacune des parties prenantes de l'écosystème de Michelin. Comment est-ce que c'est vécu au quotidien, cette notion de respect? Alors déjà, peut-être ce qui est intéressant, c'est que ces valeurs, elles n'ont pas changé depuis la création de l'entreprise. Moi, j'ai travaillé dans des entreprises où on cherchait à qualifier des valeurs, à les formuler, à les tester enfin voilà, on cherchait des valeurs, il y en avait, on cherchait à les formuler. Là, il n'y a pas eu besoin de chercher. Cette valeur de respect des faits, respect des clients, respect des actionnaires, etc., c'est la même. En revanche, ce qui a été fait, c'est de se dire exactement ce qu'aujourd'hui on voulait dire par cela. Puisque, évidemment, au cours l'environnement de l'entreprise a énormément évolué et les attentes des personnes aussi. C'est très au cœur de Michelin, en fait, le respect. C'est à la fois, je dirais, les deux éléments principaux, c'est le respect des faits et le respect des personnes. Alors, le respect des faits, on est quand même dans une entreprise d'ingénieurs, hein, où on a quand même ce réflexe de vouloir démontrer ou mettre en équation beaucoup de choses. Ce qui d'ailleurs, et on en parlera sûrement, est très intéressant comme choc culturel quand on s'occupe de métiers qui travaillent principalement à la perception, et on sait bien que la perception n'est pas toujours directement corrélée aux faits. Mais en tout cas, la partie respect, je pense, respect des faits, elle tient à cette culture d'ingénieur ou d'inventeur, au-delà des ingénieurs. Et puis, elle tient à la manière, encore une fois, dont on traite, dont on s'occupe, dont on s'adresse aux personnes. Elle est illustrée, cette valeur, par quelque chose de très concret, hein, qui a été mis en place en 2020 ou 2021, qui est le modèle de leadership, qui n'est pas, comme dans beaucoup d'entreprises, un modèle de management, donc réservé aux managers, mais un modèle qui considère que chacun, qu'il manage, qui s'occupe d'une équipe ou pas, peut se développer, peut développer sa capacité à avoir de l'impact,
a donc capacité de leadership, et au cœur de ce modèle, on retrouve cette idée de respect. Donc c'est quelque chose qui est à la fois historique et en même temps très vivant aujourd'hui. Et pour avoir travaillé dans des entreprises que j'ai adorées, je veux dire, j'ai adoré travailler chez Casino et j'ai adoré travailler chez Air France KLM. Et il y avait beaucoup de valeurs tout à fait positives et tout à fait portantes. Je dirais pas que le respect est forcément quelque chose qui est au cœur, voilà, du vécu quotidien. Il y a plein d'autres choses, bien sûr, hein, mais je dirais pas le respect, par exemple. Donc oui, c'est assez Michelin malgré tout. Et quand on parle de respect, on a tout de suite l'image autorité, professeur, verticalité qui se dégage. Et finalement, en lisant tous les articles, tous les rapports de Michelin, on s'aperçoit que cette verticalité, elle a été transformée en responsabilisant beaucoup les équipes sur le terrain. Et alors là, j'ai une question dont tous nos clients nous parlent. C'est comment est-ce que on résout l'équation entre un management, tu parlais d'ingénieur, d'industrialisation, de processus, de rigueur d'exécution, donc un manager qui va être un manager de process, et la culture de Michelin qui semble être beaucoup plus dans l'autonomisation des acteurs du terrain et donc dans le coaching, l'accompagnement, le développement personnel. Comment est-ce qu'on réunit ces deux univers qui paraissent incompatibles? Ben, je dirais on les réunit d'abord par la vision des présidents qui se sont succédés depuis, depuis, j'allais dire que la famille finalement n'est plus aux commandes de cette entreprise, puisqu'elle portait elle-même, elle incarnait à sa façon les valeurs. Depuis, oui, c'est ça, une quinzaine d'années, depuis Jean-Dominique Senard et aujourd'hui Florent Ménégo, ça n'est plus le cas. Donc il a fallu aussi travailler sur une forme de transition et un énorme travail. C'est comme une entreprise qui est assez verticale historiquement, hein, comme tu l'as dit très justement. Et donc, il y a eu un travail énorme qui a été fait autour de la responsabilisation. La responsabilisation dans les usines, d'abord, puisqu'on a quand même juste deux, trois chiffres. Hein. Michelin, c'est 132 000 personnes dans le monde. Et sur les 132 000, il y en a à peu près 70 000 qui travaillent dans les usines aujourd'hui. Que ce soit les usines de pneus, mais pas seulement, hein, puisqu'on est aussi présent dans les membranes, dans les polymères, dans l'hydrogène, dans les batteries, etc. Donc, sur l'ensemble, on a à peu près 70 000 personnes qui travaillent en usine. Donc, j'allais dire le cœur du cœur de ce qu'il y avait à craquer, et probablement toujours, parce que ça n'est jamais fini en matière de management, on le sait bien, c'était cette capacité d'abord à donner du sens à certains travaux qui n'étaient pas forcément j'allais dire un peu répétitif, etc., à donner du sens, à travailler sur une polyvalence des personnes en usine et sur leur responsabilisation, leur donner des responsabilités et faire tout un travail. Il y a souvent on parle des directions des ressources humaines dans les entreprises. Chez Michelin, il n'y a pas de direction des ressources humaines. Il y a ce qu'on appelle une direction du personnel. Alors, c'est toujours un peu Ça fait un enfin, peu old school, sa direction du personnel. Hein. tout à fait. Alors, quand je suis arrivée, moi, chez Michelin, il y a 7 ans, je le ressentais très fort, que ça faisait très 19e siècle, presque, direction du Ouais. personnel. Mais chez Michelin, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on vous explique que l'humain n'est pas une ressource et que ce qui compte dans le personnel, c'est la personne. Et donc, au contraire, c'est ultra moderne. Et évidemment, j'en suis venue à considérer que c'était intéressant comme renversement d'utilisation du terme. Et donc, cette direction, ces équipes, des gens, alors on dit chez Michelin de SP, donc le service du personnel, a finalement un rôle assez différent de ce que j'ai pu connaître dans d'autres entreprises. D'abord, un rôle hyper transverse et un rôle qui, du recrutement jusqu'à la promotion, voire jusqu'à la sortie de l'entreprise, s'intéresse d'abord à la personne plutôt qu'au poste et dès le départ, cherche à projeter avec elle ce qu'on appelle des parcours de carrière. Et donc, c'est tout ce travail, j'allais dire, qui est vraiment assez indépendant de qui n'a même pas grand-chose à voir avec la communication au sens où on l'entend, qui permet d'avoir rendu concret ce sujet de responsabilisation. Et dans le modèle de leadership, une fois de plus, il y a vraiment une grande part qui est qu'on
consacré à la responsabilisation. On n'a qu'un seul mot en français, mais en anglais, on en a deux. Et le deuxième en anglais, il est intéressant, qui est l'accountability, qui dit aussi quelque chose d'un peu différent, qui dit rendre des comptes sur ma performance, sur la manière dont je manage. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez, qui existe. Alors, vous dire que c'est facile, vous dire que tout le monde le fait tout le temps, vous dire que, que comme on est un métier très processé, parce qu'aussi on est, pour la partie pneu en tout cas, mais pour la partie membrane aussi, un métier où la sécurité des personnes est immédiate. Quand on fait des pneus d'avion ou voiture d'ailleurs, mais on imagine bien que quand l'avion atterrit, on a quand même envie que le pneu n'éclate pas. Et donc, dans ces métiers très processés, il y a eu tout un travail pour introduire ce qu'il faut ou ce qu'on peut de responsabilisation, d'accountability des personnes tout au long de leur parcours. Comment est-ce que dans une organisation industrielle très processée, on arrive, puisque c'est aussi le thème de notre masterclass, on arrive à maintenir un niveau d'innovation extraordinairement dynamique, puissant. Là aussi, on a ce paradoxe d'une structure très organisée, très figée, très optimisée, et puis des innovations qui arrivent en permanence chaque année, des laboratoires. Comment est-ce qu'on cultive cet esprit d'innovation dans une entreprise industrielle comme Michelin? Alors, pour moi, l'innovation, et ça, c'est ma grande découverte par rapport à ce que j'avais pu faire avant. L'innovation, c'est pas c'est pas seulement un esprit d'innovation, c'est vraiment l'ADN de la marque et de l'entreprise. C'est vraiment le cœur du réacteur. Et si dans certaines entreprises, on peut dire, et à juste titre, all in sales, comme j'ai pu le connaître chez Casino par exemple, chez Michelin, je pense qu'il y a quelque chose de très ancré qui est all in innovation. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, là aussi, je vais vous donner quelques chiffres. On a aujourd'hui, en 2025, 11 000 brevets qui sont en cours dans le monde entier et on sort environ 260, entre 260 et 300 brevets chaque année. Et encore une fois, pas seulement dans le domaine du pneu. Pour arriver à ça, ça veut dire que d'une part, on a des équipes de R&D, qui est une partie de l'innovation, de R&D qui sont très puissantes, très intégrées, de la recherche fondamentale jusqu'à la conception du scale-up en usine. Finalement, on a dans le monde 6 000 chercheurs. 6 000, c'est très significatif, avec notre vaisseau amiral qui est à Clermont-Ferrand, où il y a entre 2500, à peu près la moitié, j'allais dire, des effectifs de chercheurs sont en France. Donc il y a ce cœur-là qui est un peu le cœur du réacteur de l'innovation. Et au-delà de ça, mais qui travaillent ensemble, il y a une direction de l'innovation qui va chercher à mobiliser, à nouveau en commençant par les usines, de l'innovation qui ne repose pas forcément sur la recherche ou sur la recherche fondamentale. Ça peut être de l'innovation d'amélioration des process, ça peut être, comme beaucoup d'entreprises, de l'idéation, mais portée ensuite par les process de l'entreprise. Donc il y a pas mal d'idéations, j'allais dire, chez nous qui peuvent aboutir. C'est souvent des sujets autour peut-être d'innovation, peut-être plus tournés vers le B2C que vers le B2B. Voilà. Donc il y a vraiment cette culture, cet ADN. Et moi qui venais quand même d'univers où le client est roi dans le business model, moi je me souviens au comité exécutif d'Air France, alors c'est un peu symbolique, à un moment donné, comme dans d'autres entreprises, il y avait le fauteuil du consommateur. Enfin, je veux dire, il y avait et évidemment, de toute façon, dans une entreprise comme Air France et dans le métier comme transport aérien, on ne peut pas échapper au consommateur. Ce que je veux dire, c'est que le quotidien, les aléas, voire les crises, nous rappellent en permanence que le quotidien est au cœur de tout, que le consommateur, le client est au cœur de tout. Chez Michelin, il y a quelque chose autour de si on avait dû demander aux clients, on se déplacerait toujours en calèche avec des roues en bois. C'est-à-dire, il y a une espèce de conviction que l'innovation disruptive, le client ne nous aurait jamais demandé le radial, par exemple. Enfin, je veux dire, l'innovation réellement disruptive, finalement, elle n'a pas grand-chose à voir avec le client. Qu'on se nourrisse de notre connaissance du terrain, des clients, etc., et de l'usage surtout, de l'usage, oui. Mais il y a cette conviction que on va chercher des choses qui paraissent impossibles. On va chercher des choses qui paraissent impossibles. Voilà. Et donc ça, c'est à la fois
à un moment où je pense que les entreprises cherchent aussi souvent au-delà, enfin, du sens, des missions, etc. Quand on regarde l'histoire de Michelin, que ce soit enfin, parce qu'encore une fois, on parle du pneu, mais on a été, enfin, la 2 chevaux, c'est les ingénieurs de Michelin qui l'ont faite. Les avions Breguet, ils ont volé pendant la Première Guerre mondiale à cause de Michelin. La Micheline, c'est Michelin. Enfin, je veux dire, on voit bien que le champ d'innovation, et même une histoire que j'aime bien, parce que finalement, elle rapproche sans doute les 2 plus belles marques du monde que sont Michelin et Air France. Si, si Concorde a revolé après le crash de Garges-les-Gonesse, c'est grâce à Michelin. Puisqu'en fait, le crash de Concorde était dû à l'éclatement du pneu. Hein, et donc ensuite, Air France et British Airways, en l'occurrence, sont allés voir Michelin pour leur demander de concevoir un pneu qui ne pouvait pas éclater, qui était la condition pour que Concorde puisse revoler, ce qui a été le cas. Hein, Concorde a revolé, pas très longtemps pour d'autres raisons, hein, mais Concorde a revolé. Et ce qui est symboliquement, je trouve, très, très joli, c'est que Concorde est venu se poser à Clermont-Ferrand, puisqu'à Clermont, nous avons une piste de compétition, hein, une piste, un aéroport qui peut accueillir des 380, etc. Et donc, Concorde a pris à son bord les ouvriers Michelin de l'usine de Bourges, qui avaient conçu le pneu qui n'éclate pas, les a emmenés faire un tour, en fait, et s'est posé à Clermont. Voilà. Donc, donc ça, c'est vraiment l'innovation, oui. Elle est dans notre promesse de marque, hein, qui est Innovating for a Better Life in Motion. Elle est dans la raison d'être et elle est vraiment dans l'histoire, là, pour le coup, dans l'ADN de l'entreprise, c'est sûr. Alors, au sein du COMEX chez Michelin, tu portes les enjeux de développement durable. Beaucoup d'entreprises industrielles, notamment dans l'automobile aux États-Unis, commencent à revenir sur les engagements qui avaient été pris ces dernières années. Comment se positionne Michelin dans cette mouvance, dans cette tendance? Il y a des actionnaires qui poussent des fonds d'investissement qui abandonnent aussi leurs engagements d'investir uniquement dans les sociétés qui sont fidèles à leurs promesses. Où se situe Michelin et comment tu vois l'environnement évoluer, notamment dans cet environnement industriel automobile qui est pas mal bouleversé en ce moment? En fait, je pense, alors d'abord, si on veut donner des dates, Michelin a sorti ce qu'on pourrait appeler son premier pneu vert en 1992. Et quand on regarde tous les progrès d'innovation qui ont été faits au cours de l'histoire, et y compris depuis la fin du 19e siècle, l'innovation a toujours pris en compte, on ne parlait pas de développement durable à l'époque, mais ce qu'on appelle l'économie de matière. L'économie de matière et la volonté de faire durer le plus longtemps possible, en l'occurrence les pneus. Ça, c'était dans la conception, c'était dans la création même de l'entreprise, cette économie de matière et cette longévité du produit. Il n'y a jamais eu d'obsolescence programmée chez Michelin, ça n'a jamais existé. Petite anecdote d'ailleurs, on est sorti il y a maintenant une vingtaine d'années de la Formule 1 et on est sorti de la Formule 1 parce que nos pneus étaient tellement résistants qu'ils ne faisaient pas le show. C'est-à-dire que les voitures n'avaient pas à s'arrêter au stand tout le temps pour changer, ce qui fait quand même ce qui anime. Et donc la proposition qui nous était faite, c'était OK, bien sûr, on veut garder les Michelin, mais voilà, arrêtez-vous un peu plus au stand. On a dit non. On a dit ben non, on ne va pas faire ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que Michelin, le développement durable, c'est quelque chose qui est assez ancré au cœur de l'innovation, puisqu'on est vraiment sur ce qu'on prélève, enfin, la matière, hein, en caoutchouc naturel, enfin, ce qu'on prélève à la planète, ce qu'on lui rend, le temps que tout ça dure, l'usage, le recyclage à la fin. Premier pneu vert en 1992, et puis, j'allais dire, on n'a pas du tout, enfin, il n'y a pas de stratégie de développement durable chez Michelin, ça n'existe pas. Il y a quelque chose qui s'appelle, alors, les 3 P. On est évalué chaque année par les marchés, hein, puisqu'on est une entreprise cotée, sur trois familles de critères qui sont pondérés de la même manière. Alors, tout est en anglais, hein, parce que c'est pas une coquetterie de ma part, c'est que la France, c'est 9% du chiffre d'affaires de Michelin. La France, c'est 9% du chiffre d'affaires de Michelin. Michelin est le groupe du CAC 40 qui est le plus international.
On n'est pas le plus grand, hein, on fait 28 milliards de chiffre d'affaires, ce qui est relativement modeste à l'échelle d'entreprises comme Total ou d'autres, mais on est la plus internationale, c'est-à-dire on est celle qui a le plus d'implantation dans le monde. Et donc j'ai perdu mon idée, je ne sais plus pourquoi je vous disais Les ça. 3 P. Les Oui, 3 les 3 P. P. Absolument. Et donc, on rend compte, oui, c'est en anglais, donc People, Profit, Planet. Sur chacun de ces critères, on a 4 indicateurs sur lesquels on rencontre au même niveau. Et ça c'est au cœur de la stratégie qui est déployée actuellement. Je dirais, ça fait une dizaine d'années qu'on rencontre sur ces critères-là. Donc, ce qu'on appelle chez Michelin, j'allais dire entre les 3 P. Et de manière plus intéressante, ce que Florent Ménégo appelle le ET, parce qu'en fait, il refuse, on part de principe que la réalité est complexe, et que donc, nous, dans les décisions qu'on prend, on doit prendre la meilleure décision possible à l'instant T, hein, elle peut changer, enfin, on sait bien que les entreprises, c'est un monde éminemment évolutif, mais on doit prendre la meilleure décision possible au regard de ces 3 critères. La performance économique de mon entreprise, les personnes, leur accompagnement, leur bien-être, etc., leur développement, et puis l'impact sur la planète. Donc, en fait, il n'y a jamais, dans la prise de décision, quelque chose qui vient avant. Alors, c'est assez exigeant. Ça peut donner lieu parfois à des choses un peu paradoxales, c'est-à-dire on nous dit ah bah oui mais alors comment vous pouvez fermer des usines, c'est pas respectueux pour les personnes, vous faites un choix économique, et donc en fait quand on ferme des usines c'est la même équation qui s'applique, c'est-à-dire quand on est au bout d'un cycle d'une usine, hein, enfin on a notamment en Europe des usines qui sont très vieilles, hein, enfin je veux dire qui ont 70-80 ans, donc qui sont parfois incapables, enfin on ne peut pas forcément les upgrader, on ne peut pas forcément les... Et je passe sur le fait que l'Union européenne étant une passoire, on est envahi de pneus asiatiques qui sont moins performants, etc., etc. Donc, quand on doit prendre cette décision, je dirais que d'abord, c'est toujours la décision qu'on prend quand on a tout essayé. Hein. Avant de fermer, en l'occurrence Vannes et Cholet, il y a eu 1,5 milliard d'euros investis ces dernières années dans les usines en France. Donc on a essayé. Et après, quand effectivement la partie performance économique est absente, on n'est pas une organisation caritative. Hein. Si on n'a pas de performance, ben, on ne peut pas nourrir les autres pays d'une certaine façon. Quand on prend la décision, alors l'engagement qui va avec, c'est l'accompagnement de chacune des personnes jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé un travail et après, hein, puisqu'on l'accompagne dans le fait qu'elle retrouve un travail, et ensuite elle reste pendant 2 ans sous notre accompagnement, au sens où, on pallie l'éventuelle différence de salaire avec le nouvel employeur si c'est à la baisse, et si ça ne se passe pas bien pour la personne, on la récupère, et on redémarre un processus. Et puis on a l'engagement de revitaliser les territoires. Si je prends l'exemple de La Roche-sur-Yon, où on a fermé une usine en 2019 et où on a le recul, ou 2018 même, 2018, on avait supprimé à l'époque 613 postes, 613 emplois à La Roche-sur-Yon. À date, aujourd'hui, on en a recréé 635 dans le cadre de la revitalisation du site. Et avec le partenaire qu'on a à La Roche, on prévoit d'en avoir jusqu'à 800, 850 d'ici 2 ou 3 ans. Donc, j'allais dire, voilà, un des P ne doit jamais bloquer les 2 autres. C'est ça que je veux dire. On est dans un modèle dynamique. On assume de prendre des décisions qui seront à un moment donné douloureuses, mais l'engagement absolu qui est pris par cette entreprise, et moi je l'ai vécu beaucoup depuis que je suis là, hein, parce que il y a eu des fermetures d'usines en France, mais aussi en Allemagne, mais aussi en Grande-Bretagne, mais aussi aux États-Unis, mais aussi en Chine. Il ne faut pas croire que c'est juste l'Europe de l'Ouest. Donc, et à chaque fois, c'est cette même exigence qui est appliquée par l'entreprise. Donc, pour répondre, est-ce qu'on a changé quelque chose depuis les remises en question qu'on entend aujourd'hui? Non. On n'a rien changé, que ce soit sur le P de planète avec nos engagements. On a un engagement, par exemple, de réduire le taux de matériaux durables dans nos pneus. On sera à 40% en 2030. On doit être à 31% aujourd'hui, 40% en 2030 de matériaux durables dans nos pneus, et pour être à 100% en 2050. Donc, et plein d'autres choses, hein, la réduction de l'empreinte de nos usines, l'eau, etc.
Là, on n'a rien changé. Sur la partie personnes, people, non plus. Euh, mais parfois, certains pays nous obligent, j'allais dire, ou on s'oblige à bouger un peu, tactiquement. Parlons des États-Unis, puisque ça compense probablement. Euh, dans tous les pays, je vous ai dit qu'on était dans 175 pays. Dans tous les pays dans lesquels nous sommes, c'est le droit du pays qui s'applique. Donc évidemment, Michelin respecte la loi. Si je prends l'exemple des États-Unis, c'est gros pour nous les États-Unis. Hein. C'est un tiers de notre business est en Amérique du Nord. Je veux dire, voilà, Canada, États-Unis. On a un siège historique aussi, j'allais dire, précieux que celui de Clermont-Ferrand en Caroline du Sud, à Greenville. Et on a dû, sur le conseil de nos juristes et de nos avocats, cesser tactiquement d'assujettir une partie de la rémunération variable des employés à un certain nombre de critères de diversité, par exemple. Car aujourd'hui, nos avocats nous disent, vous pouvez parfaitement continuer évidemment de déployer cette politique et nous le faisons, mais assujettir une partie de la rémunération à ces critères, si vous allez en justice aujourd'hui, vous ne gagnerez pas, parce que c'est bon. Donc, on a fait une exception, le temps que ça durera pour les États-Unis. On n'assujettit pas une partie du bonus à ces critères-là. Mais pour le reste, il n'y a pas que le bonus, bien sûr, dans le déploiement de ces trucs. Donc non, enfin, on n'a rien changé parce qu'il y a, enfin, voilà, non, on n'a rien changé, on ne changera rien. En revanche, on respecte la loi partout où on est. En tant que grande patronne de la communication du groupe, et puis tu as vécu ces expériences chez Casino, chez KLM, en tant que membre du COMEX en charge de la communication corporate, comment est-ce que Michelin gère les crises différemment de tes autres expériences? Qu'est-ce que tu as retiré de ces expériences? Est-ce que tu as une ou deux anecdotes qui peut nous faire partager ta façon de gérer les crises et les leçons que tu en as tirées? Oui, je peux partager un ou deux exemples amusants. Juste une remarque. Enfin, ce que j'aime, moi, c'est, enfin, j'ai toujours une activité, une partie business dans mes activités. Et donc, que ce soit chez Air France où j'avais aussi la responsabilité des ventes en ligne du groupe, donc toute la communication commerciale pour le passage. De même qu'ici, je m'occupe aussi de communication commerciale ou du business, j'allais dire, de Michelin Lifestyle. Parce que pour moi, la marque, elle n'est jamais que corporate. Et surtout dans une entreprise, et c'est le cas de Michelin, c'est amusant, c'est le cas de Casino, c'est le cas d'Air France, c'est des cas singuliers d'entreprises, enfin singuliers, pas si singuliers que ça du coup, mais d'entreprises qui ont la même marque pour le groupe que pour les activités, que pour les produits. Et ça change vraiment quelque chose sur la frontière un peu théorique entre comme corporate et comme commercial. Je referme ma parenthèse. En fait, sur les crises, je vais peut-être être un peu radicale, mais si je devais l'être, je dirais que chez Air France, on était tout le temps en crise, et chez Michelin, on est assez peu en crise en fait. Ou alors c'est pas les mêmes crises. Euh, Air France, du fait de cette casquette com et comme commercial marketing que j'avais, oui, on cumulait les crises, j'allais dire opérationnelles, les crises politiques, parce que finalement Air France est très exposée aussi de manière géopolitique. En plus, moi, la période où j'y étais, qui était de 2011 à 2017, ça a été la période une période de grandes attaques terroristes sur le sol français. Et mine de rien, ça a eu un impact assez fort sur la manière dont on opère aujourd'hui toujours le transport aérien, que ce soit dans les aéroports, mais aussi dans les avions et dans la manière dont on travaille. J'allais dire, et puis les grandes, crises sociales chez Air France. Voilà, donc mon mode quotidien chez Air France, c'était la crise, que ce soit pour gérer une prise d'otage en Afrique de l'Ouest dans un hôtel où il se trouvait qu'il y avait un équipage Air France, que ce soit pour gérer des alertes à la bombe en vol avec des déroutements d'avions, que ce soit pour gérer le fait que notre DRH de l'époque, Xavier Brosettas, avait eu sa chemise arrachée dans les circonstances dont on... Bon. Donc, alors la plus intense crise chez Air France, je sais pas, peut-être la grande grève des pilotes de septembre 2014,
qui pendant 15 jours donc ont cloué les avions au sol. C'était une guerre des nerfs. C'était une expérience assez extrême, hein, parce que dans ces cas-là, chez Air France, on travaille sous la. C'est une vitre. Il y a pas de mur entre Air France et les médias, hein, et enfin, c'est quelque chose. On travaille sous caméra en permanence. Le siège d'Air France, il y a tout le temps des caméras en bas du siège d'Air France. Enfin, c'est quelque chose. Bon. Donc cette grande grève des pilotes, oui, elle a été quelque chose d'assez dur, puisque la direction souhaitait obtenir que les pilotes fassent aussi un certain nombre d'efforts pour la productivité de l'entreprise et ne s'oppose pas au développement de Transavia, qui était l'activité Low cost. d'Air France. Donc ça, c'était quelque chose de très, oui, de très physiquement éprouvant, j'allais dire, hein, puisqu'on était tous installés à l'ibis de CDG jour et nuit. Bon voilà, c'était bon. Après, ça crée des liens aussi, je crois, assez forts entre les équipes. Donc on était là dans des crises, j'allais dire, un peu paroxystiques et très très médiatiques, très visibles, très violentes, hein, oui, de communication, parfois un peu de combat aussi, hein, argument contre argument. Chez Michelin, la plus grande crise réelle que j'ai vécue, c'est le Covid, hein, parce que prendre la décision. Florent Menegaux a été le premier patron en France qui a décidé d'arrêter l'activité de ses usines et le premier qui a décidé de la reprendre. Et ce faisant, il a entraîné avec lui tout le secteur de l'automobile, puisqu'évidemment, les constructeurs automobiles pouvaient difficilement continuer à produire sans pneus. Donc, je me souviens très bien de ce jour où Florent Menegaux et le patron du manufacturing chez Michelin ont pris la décision d'arrêter les usines. Ça, c'était un autre type de moment. C'est-à-dire là, la discussion qu'on a eue, c'était la sécurité des personnes, en fait. Et tout le reste, à commencer par le profit, hein, si je reviens sur mes 3 P, passait après. C'est-à-dire que oui, il y avait encore du business, hein, et nous, quand on a fermé, tout le monde tournait. Mais ce qu'on savait à l'époque du virus, on n'avait pas de masques, on s'est mis à en fabriquer nous-mêmes, mais on n'en avait pas assez, etc., etc. La décision a été prise d'arrêter les usines, et je ne sais pas si vous imaginez dans une entreprise industrielle ce que ça veut dire symboliquement. Ça n'était jamais arrivé, hein. Même pendant les guerres que Michelin a traversées, au contraire, il y avait une production, j'allais dire, presque accélérée, amplifiée. Donc cette décision-là, l'assumer publiquement, l'expliquer publiquement, et puis gérer en interne les conséquences de la décision, a été peut-être, oui, qui a été le plus dur, en tout cas dans le collectif, pour le collectif de Michelin, certainement. Donc, tu as des équipes. Quelle est à travers ta carrière, ta plus belle expérience de management? Elle n'était pas préparée, celle-là. Hein. Non. Ben j'en ai eu beaucoup. Enfin, ce que je veux dire, c'est que j'en ai eu beaucoup. J'en ai eu beaucoup et assez diverses. Je vais en citer une peut-être aussi chez Air France KLM, parce que moi, on parle beaucoup, moins maintenant, hein, mais on a quand même beaucoup parlé des tensions entre Air France et KLM à certains moments de l'histoire. Moi, j'avais des équipes comme beaucoup, hein, franco-hollandaises, pour toutes les activités digitales, marketing, fidélité, Flying Blue. Tout ça, c'était des équipes parfaitement mixtes. Et en fait, après toujours la suspicion ou la méfiance et l'inquiétude quand un nouveau manager arrive, ou quand une nouvelle organisation se met en place, je veux dire, le bonheur d'avoir une des équipes, il n'y avait pas que la mienne, où cette alchimie entre Français et Hollandais fonctionnait bien. Et là, on a eu le meilleur des deux mondes, si je puis dire. C'est-à-dire, on a eu quand même la qualité française en matière de prévision, de stratégie, de là où on veut aller, bon, plus conceptuel. Et le génie hollandais en matière de commerce, en matière de digital, cette espèce d'agilité finalement dont Air France manquait complètement, enfin, manquait relativement, on va dire. Et il faut dire qu'elle aime aussi plus petit, hein, qu'Air France. Et donc, le plaisir de voir un certain nombre de résultats liés à cette alchimie culturelle qui n'était pas gagné au départ. Ça c'est vraiment un beau souvenir de management.
Ici, chez Michelin, il y a quelque chose quelque chose que Florent Ménégo a vraiment imprimé lui, qui était pas tant que ça le cas avant son arrivée. Il est là depuis 2019. Pardon. C'est vraiment d'accélérer l'ouverture à l'extérieur, le fait de faire énormément de recrutement en externe, de rajeunir, d'internationaliser et de féminiser, puisque dans l'industrie, c'est quand même plus difficile que dans d'autres secteurs. Hein. Aussi, je fais une petite parenthèse, mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, dans les usines, on travaille au 3-8. On travaille, c'est H24 la production. Et donc, à partir du moment, enfin, au-delà même de l'appétit ou pas que peuvent avoir les femmes il y a aussi, à partir du moment où il y a une famille, il faut que quelqu'un soit là la nuit, quoi. Enfin, vous voyez, il y a des choses lourdes quand même à gérer. Donc, Florent Ménégo a vraiment lancé cette dynamique. Et d'ailleurs, si vous regardez la tête du comité exécutif de Michelin, moi, depuis que je suis là, il a dû changer tous les 2 ans. Quoi. Il y a vraiment, et la moyenne d'âge est assez. Je suis passée d'une des plus jeunes à une des plus vieilles, ce qui n'est d'ailleurs pas une expérience tout à fait agréable non plus. Mais voilà, donc bon, et donc ça, moi j'ai essayé de le mettre en œuvre aussi dans mes équipes, et là, de réussir cette alchimie. Peut-être à un moment vraiment particulier, c'est l'année dernière, en 2024, en mars 2024, on a réuni physiquement. On n'est pas passionné du télétravail. Je ne sais pas si je peux vous dire ça, mais on n'a pas une passion pour le télétravail chez Michelin. Je pourrais vous dire pourquoi. Mais bref, en mars 24, on a réuni 1500, 1600 personnes à Paris, du monde entier, pour faire le point sur, depuis la mise en place de la stratégie, où on en est, comment c'est dur, comment c'est difficile et vers quoi on va. Bon, et c'est évidemment, j'allais dire, mes équipes événementielles, communication, contenu, digital, si vous voulez, qui ont organisé cet événement. Et franchement, à l'issue, la ferveur, l'enthousiasme, ce que ça fabrique finalement chez les gens d'avoir partagé ce moment-là, ça, c'était un moment formidable. Un moment formidable. Dernière question, on a largement débordé la demi-heure. Dernière question, est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire particulièrement? Alors, il y en a une qui n'est pas vraiment une citation, qui est un peu contre-intuitive, je pense, quand je suis arrivée chez Michelin, qui était de dire excellent is too late. Donc ça, on ne peut pas la brander, je ne sais pas d'où elle vient, mais pour moi, vraiment, excellent is too late dans mon métier. Donc j'essayais d'expliquer aux gens qui fabriquaient les pneus que s'ils me donnaient la réponse dans 3 semaines, en fait, ça ne me servait à rien. Mais plus sérieusement, il y a une citation de Jacques Lacan que j'apprécie assez, qui est le réel, c'est quand on se cogne. Le réel, c'est quand on se cogne. Je la trouve très juste pour Michelin et très juste dans la vraie vie pour nous tous. Très juste pour Michelin parce qu'évidemment, elle fait écho au respect des faits. Et ça, ce principe de réalité de l'innovation de la R&D fondamentale, est-ce qu'elle va voler ou pas quand on va la mettre voilà, dans le dur. Ça, c'est au cœur, j'allais dire, de ce que j'ai appris moi de Michelin. Et puis, évidemment, elle m'intéresse aussi parce que moi qui passe une partie de mon temps dans ces métiers à travailler sur la perception, en fait, il y a quelque chose qui est un peu contre-intuitif, mais la perception, c'est un fait. C'est un fait, qu'il nous plaise ou non. Mais parfois, on le sait bien, on peut déployer beaucoup d'énergie et de compétences pour bâtir quelque chose, et puis la perception n'est pas ce qu'on aimerait. Donc pour moi, le réel, c'est quand on se cogne. Et puis dans la vie, je pense que beaucoup, j'espère, enfin, il n'y a pas que moi qui le vis, j'espère, à me cogner au réel dans ma vie en dehors de Michelin. Le réel, c'est quand on se cogne. Quelques suggestions d'ouvrages que tu nous partages. Pas de publicité, merci. Rémi Babinet. Ouais, alors, bon, je suis pas du tout objectif parce que j'adore ce monsieur. C'est-à-dire Rémi Babinet, c'est un des fondateurs et aujourd'hui président, fondateur et directeur artistique de l'agence BETC, qui est certainement aujourd'hui une des agences les plus créatives, ou en tout cas la création reste un mot. Chez nous, c'est innovation, chez eux, c'est création.
Et Rémi a sorti ce livre qui n'est pas un livre, en fait, c'est un objet assez, c'est un truc, c'est un ovni. Alors, Rémi raconte sa vie de créatif, et en fait, c'est notre vie qu'il raconte. C'est un livre illustré avec plein de campagnes, dont certaines qu'on a réalisées ensemble pour Air France ou pour Michelin, et vraiment, c'est presque un objet sociologique. C'est un très beau livre. Sujet es-tu là, Lionel Lacache? Alors, bon, je lis pas que des livres dont je connais les auteurs, mais celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Le professeur Lionel Nakache, qui est un grand neuroscientifique, un des responsables de l'Institut du cerveau. Et en fait, ça, c'est vraiment très accessible. C'est le recueil des chroniques hebdomadaires que Lionel Nakache a réalisé sur France Culture l'année dernière, accompagné de ses réflexions. Et en fait, il a notamment développé le concept de cinéma intérieur pour parler de la façon dont en fait toute notre cognition est une reconstruction a posteriori, hein, on parlait des faits, de la perception, etc., à partir d'éléments disparates sur lesquels en fait notre cerveau fait le lien sans même qu'on s'en rende compte. Alors, dans le langage commun, on dit souvent des biais, voilà, mais c'est quelque chose de beaucoup plus scientifique et intéressant, et je trouve que là aussi, quand on travaille sur ces sujets de perception, c'est un ouvrage qu'il faut avoir lu. Et dernier, L'hommage du Kremlin, Alors lui, je le Francis connais pas, Ferreri. je le connais pas, mais je l'ai lu quand il est sorti et vraiment, bien sûr, je le ressors aujourd'hui parce que c'est d'une telle actualité ce qui est dans ce livre. C'est une réflexion sur le pouvoir, mais c'est aussi autre chose qui m'intéresse, c'est une réflexion sur les récits. Et en fait, la thèse de l'auteur, c'est de dire que le pouvoir de Poutine aujourd'hui est vraiment bâti sur une base mythologique, sur un récit, un narratif qui tient en fait son pouvoir et qui tient le peuple russe avec lui. Et donc, je trouve que c'est d'une actualité malheureusement brûlante. Un immense merci. Adeline, si tu as encore quelques minutes avec nous, on sera ravis de prendre peut-être une ou deux questions, Charlotte, de nos éditeurs. Vous pouvez les poster sur, les poser sur LinkedIn, si vous écoutez sur LinkedIn, sur YouTube, sur GoToWebinar. Et Charlotte va les identifier. Est-ce que Charlotte, on a déjà des questions d'auditeurs? Oui, alors du coup, on a une première question qui est de Christophe qui dit que Michelin est l'une des marques françaises les plus connues dans le monde. Comment réussit-on à faire résonner une même marque à l'international sans perdre son identité? Alors, je vais répondre à la première partie de la question parce que pour moi, la deuxième partie, sans perdre son identité, pour moi, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire, c'est comment notre identité, portée par la marque, rayonne dans le monde entier. C'est-à-dire, moi, je ne vois pas de distinguo entre la marque qu'on fait rayonner dans le monde entier et notre identité. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, je me suis rendu compte aussi, et ça, je ne l'avais pas du tout touché du doigt, c'est que quand on est implanté dans un pays avec des usines, c'est une nature d'implantation dans le pays qui est différente d'une escale aéroportuaire ou d'un magasin. C'est tout bête, mais je veux dire, une escale, ça se ferme en 24 heures. Quand on a dû sortir de Russie, fermer notre usine, etc., ça prend un an. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a réellement un niveau d'implantation qui est important dans un certain nombre de pays. D'autre part, contrairement à Air France, en termes de logique de marque, on est chez Michelin chinois en Chine, américains aux États-Unis. Donc je pense que beaucoup d'Américains avec qui je parle quand j'y vais pensent que Michelin, pas ceux qui travaillent chez Michelin bien sûr, mais l'environnement externe, pensent que Michelin est une marque américaine. Et c'est vrai en Chine. En Chine, on est la deuxième marque préférée des Chinois derrière Huawei. Toutes marques confondues, hein, marque chinoise, marque. Donc on est plus apprécié, j'allais dire, en Chine qu'en France. On est en termes de préférence de marque. Après, c'est un défi, et c'est là que je comprends bien le sens de votre question, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait pour avoir une communication de marque, si je comprends bien, qui soit compris par toutes les cultures. En fait, on a différents niveaux. On a des campagnes dites globales, où là, on est vraiment sur l'essence de la marque. Et c'est là, je dis merci Rémi Babinet et BETC, parce que ces dernières années, on a réussi à rendre finalement beaucoup de choses de l'ADN de cette entreprise et de cette marque grâce à un code créatif qui est ce qu'on appelle, nous, le code blanc. C'est-à-dire, on a rendu un objet noir blanc.
Alors, je ne vais pas élaborer sur pourquoi, comment, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que ce principe créatif, il a recueilli l'adhésion de tous nos pays. Donc, on a un haut de funnel, j'allais dire, qui est couvert par une campagne de marque qui est la même dans tous les pays avec des brand proof, j'allais dire, plus nationales. Mais on essaye de maintenir cette cohésion de marque. Et bien sûr, il y a d'autres types de communication qui sont beaucoup plus locales, mais justement, on veut continuer à faire en sorte à nourrir la présence à l'esprit avec cette marque, et ça dans tous les pays où nous sommes présents. Et pour moi, c'est plutôt réaffirmer, réinterpréter dans des codes différents l'identité et l'ADN que de changer d'identité. Donc, on a une autre question, du coup, qui vient de Paul cette fois-ci, qui voudrait savoir comment Michelin reste-t-elle crédible à l'heure d'une défiance généralisée? Je ne sais pas si Michelin est crédible. Enfin, je veux dire, enfin, c'est toujours pareil. Qui décide qu'on est crédible ou pas? En tout cas, Michelin travaille pour l'impact que l'entreprise peut avoir au-delà de ses produits. Ça, c'est certain. Ça, c'est aussi une différence par rapport à d'autres entreprises que j'ai pu connaître. C'est un peu troublant parfois. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des équipes, Florent Ménégo, prendre des décisions sur un produit potentiellement intéressant pour le business, mais qui ne constituait pas un progrès dans notre quête de produits plus durables. Et donc, on ne l'a pas développé. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça, je me dis, ça peut nous donner une forme de crédibilité, ce genre d'acte de décision. Ce qu'on fait autour du social, je veux dire, quand Michelin fait le salaire décent ou la protection universelle, mutuelle, prévoyance pour ces 130 000 personnes dans le monde, alors que personne ne nous l'impose nulle part. Ce que je veux dire, c'est que bah, est-ce que ça donne du crédit à Michelin? Je pense que oui. Quand Michelin crée plus d'emplois que ceux qu'il a supprimés quand il ferme une usine, est-ce que ça donne du crédit? Je pense que oui. On a aussi nous-mêmes des plantations de caoutchouc naturel. Hein. On est propriétaire de plantations de caoutchouc naturel dans le monde, notamment au Brésil et en Indonésie, puisqu'en fait aujourd'hui, on a beaucoup substitué de produits, mais on ne sait pas encore complètement substituer le caoutchouc naturel. Et donc, dans ces plantations, on a des salariés, c'est-à-dire on a salarié un certain nombre de petits paysans. Et ces petits paysans, finalement, on leur apporte la même chose qu'aux autres en termes j'allais dire d'accompagnement, etc. Et en plus, on a remis en place des filières durables de caoutchouc naturel, parce que la culture de l'EVA, là aussi on n'a pas le temps, mais c'est une culture très particulière. Quand Michelin fait ça et qu'il l'impose aux autres manufacturiers de pneus, qui le rejoignent ensuite sur une plateforme de caoutchouc naturel pour respecter les mêmes règles d'extraction du caoutchouc, etc., je me dis oui, on est crédible. Enfin, voilà. Après, encore une fois, je me contredirais moi-même si je pensais que ça suffit à nous rendre crédibles aux yeux de tous. Mais en tout cas, je pense qu'on a de quoi argumenter. Voilà. Adeline Chalon-Kemoun, Executive Vice President Engagement, Marque Communication et Guide Michelin. Alors, on n'a pas parlé du Guide Michelin. On te réinvitera pour en parler parce que là aussi, c'est une aventure extraordinaire. On va chercher. Je vais quand même faire une remarque sur le guide. Michelin est une entreprise unique qui est leader mondial avec la même marque dans deux domaines qui n'ont rien à voir, les pneus et la recommandation gastronomique. Ça, c'est un petit teaser pour la prochaine fois. Extraordinaire. On va chercher des choses qui paraissent impossibles. Ça me paraît une belle phrase pour conclure cet entretien. Et puis, je vais reprendre la mission de Michelin, offrir à chacun une meilleure façon d'avancer. Offrir à chacun une meilleure façon d'avancer. Je pense que tu as été très fidèle à cette mission parce que tu nous as offert à tous une meilleure façon de concevoir le leadership, l'innovation, le paternalisme, l'attention aux autres, l'innovation collaborative. Un immense merci de ta présence avec nous, Adeline. Merci à vous de m'avoir invité. Merci beaucoup. Et je vous donne à tous rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine édition des Masterclass de l'excellence managériale. Bonne journée à tous.